Bonsoir à tous. Bonsoir à ceux qui nous regardent en visio, mais qui pourront aussi intervenir. Bienvenue à vous. Donc, on a un petit ordre du jour ce soir pour la commission opérationnelle assainissement GEMAPI au pluvial, l'eau, l'assainissement. On va attaquer par la GEMAPI. Donc, je vais laisser la parole à Sophie. Et puis après, on passera sur les autres sujets. On y va ? Oui, juste avancer. On va faire un petit peu. Ah, la deuxième. Alors, bonsoir à tous. Au niveau du service GEMAPI, il a été inscrit à l'ordre du jour la présentation du point qui concerne la définition des actions à intégrer dans le cadre de la programmation du PAPI, donc le programme d'aménagement et de prévention des inondations, qui est en cours de définition sur le secteur de l'Isère en basse parenthèse. On vous a remis une frise qui rappelle un petit peu l'avancement du travail qui est en cours. Donc, un petit mot pour rappeler que sur le secteur de l'Isère en basse parenthèse, donc sur le bassin versant de l'Isère, en amont d'Albertville, la communauté d'agglo Arles-Isère travaille en partenariat avec la fonderie du pays tarentaise-vanoise, la PTV du coup qui travaille à l'animation globale de tout ce qui est contrat de rivière et papier à l'échelle du bassin versant intégral, donc en intégrant toutes les EPCI qui sont en tête de bassin versant depuis Val d'Isère jusqu'à Albertville. Donc un travail qui est mené en partenariat. Un premier papier avait déjà été mis en place entre 2010 et 2015. Compte tenu des problématiques qui restent à traiter sur l'ensemble du bassin versant de l'Isère, il a été proposé en 2017 notamment de remettre en place, l'ouvrage sur le métier et de reconstituer un dossier PAPI. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, il y a eu un premier état des lieux qui a été fait en 2017-2018, qui a pris la forme d'un atlas des zones inondables. Il y a un travail de priorisation de ces zones qui ont été faits à l'échelle de chaque EPCI. Donc, en 2019, ça a dérapé un petit peu sur 2020, notamment compte tenu des conditions du contexte que vous connaissez. Aujourd'hui, ces zones vulnérables prioritaires ont été bien cernées à l'échelle de l'Isère en basse parenthèse. Il s'agit de vous proposer des actions qui pourraient être inscrites au PAPI de façon à ce que la PTV puisse travailler sur la rédaction des fiches actions qui seront inscrites au PAPI. Voilà, donc c'est ce que vous avez au niveau de 2020, donc définition des mesures opérationnelles sur les sites choisis par le GEMAPI. Il s'en suivra début 2021. Et c'est ce pourquoi la PTV demande un mandat, du coup, à Arles-Isère, il s'en suivra la rédaction du dossier de candidature du PAPI pour pouvoir démarrer par la suite. Peut-être passer à la diapo suivante. Alors, je vous ai juste remis pour info les 5 zones inondables qui ont été retenues par Arles-Isère dans le cadre suite à la présentation de la chasse des zones inondables. On l'avait déjà évoqué au niveau de cette commission, je vous les ai mis pour rappel. Donc, on a 5 zones. Donc, ces zones, elles ont été priorisées. On n'a pas pu prendre toutes les problématiques de tous les affluents. Il y a une priorisation qui s'est faite par rapport aux enjeux, notamment. Donc, il y a eu tout un travail par rapport au recensement des enjeux, des bâtiments touchés, des emplois qui pouvaient être touchés en cas d'inondation, notamment. Et c'est notamment pour ça que ces 5 zones ont été retenues. Donc, on a l'Isère au niveau des scieries et des plans d'eau de Rognac.
Ensuite, on a le secteur de la plaine de l'Isère, donc du pont de Sevin jusqu'à la confluence avec le Bénétang sur le secteur de la Bâtie. Plus en aval, on a le secteur de la zone de la Zédie des Vernets. Le Saint-Clément sur Tours-en-Savoie, avec notamment le projet de plage de dépôt qui est encore dans les cartons. Et puis en aval, sur Tours et Albertville, la problématique de ruissellement de versant qui concerne également toute la plaine sur le secteur de la Pachaudière. On va passer à la suite. Voilà, du coup, ça c'est un zoom sur les différentes zones. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a tout un travail cartographique qui a été établi. Donc, je ne vais pas les redétailler plus tard. Voilà. Pardon, excusez-moi, vous m'entendez? Oui, oui, bien sûr. Oui, Julien Bénard, là. Vous arrivez à partager le PowerPoint sur l'écran? Non. Parce que nous, on ne le voit pas en visio. Non, moi, je ne l'ai pas non plus. Ouais. On va essayer. Si vous arrivez à le partager, sinon, bah, cassez-vous pas la tête, mais Et ce serait plus... ce serait plus pratique pour suivre. Avec nos excuses, on pensait que vous... Non, mais il n'y a pas de souci. Non, c'est pas évident. Vous voyez là? Ah oui. Enfin, Oui, c'est parfait. Ouais, parfait. C'est parfait. Merci beaucoup. Alors, ben, on vous présente du coup le tableau récapitulatif. Donc, sur la pente C'est plus clair. il est prévu de... Enfin, il a été ciblé, c'est des propositions techniques hein, qui convient de valider. Donc, sur les différents secteurs que vous pouvez retrouver dans la colonne de gauche, il est prévu pour chaque zone la réalisation d'un certain nombre d'études. Donc, ça peut être des études diagnostiques et définitions d'action. Donc, c'est des études qui permettent d'améliorer la connaissance de l'aléa, comme par exemple sur la zone des Vernets. L'objectif, c'est de savoir comment est-ce que la crue va se propager au niveau de la zone pour pouvoir définir quelles actions de réduction de la vulnérabilité on va pouvoir mettre en place pour réduire le risque potentiel. Donc, c'est soit des études type diagnostic, définition d'action, ou alors des études administratives, je dirais, imposées par la réglementation avec le décret DIG. C'est notamment le cas sur le secteur Saint-Paul-Rognet avec la régularisation des systèmes d'endiguement. Voilà, donc sur Rognet, donc secteur du plan d'eau et des scieries, donc il est prévu une étude diag pour mieux connaître les aléas inondations et proposer des actions de réduction de la vulnérabilité, notamment au niveau des scieries, en complément à ce qui a déjà été fait dans le passé. Sur le secteur de Saint-Paul-Rognet, donc une régularisation des systèmes d'endiguement sur les torrents du Moulin et du Bayet. C'est une étude réglementaire, on ne pourra pas s'en affranchir. Donc l'objectif, c'est d'améliorer la connaissance de ces systèmes de digue, mais aussi de mettre en place un système de surveillance et d'amélioration de ces ouvrages pour qu'ils soient fonctionnels. Sur le secteur Sevin-la-Bâtie, il est prévu, donc là on est sur une zone qui est relativement vaste, donc il est prévu, comme sur le secteur qui se situe en aval, donc au niveau de la zone des Vernets, une étude diag et définition d'action
réduction de la vulnérabilité. Voilà, il y aura également sur le secteur Sevin-la-Bâtie la régularisation du système d'endiguement au niveau de la digue Claudius-Pou également, qui a fait l'objet de travaux de restauration cette année. C'est un système d'endiguement qui doit être régularisé. Sur le secteur, donc les Vernets, on en a parlé, études diagnostiques. Sur le secteur Tour-en-Savoie-Albertville, donc sur le secteur Pachaudière, donc une étude définition des actions de réduction de la vulnérabilité. Notamment vis-à-vis, parce que là on a un double problème, une double problématique, donc on a le ruissellement qui vient des torrents du versant, mais on a aussi une problématique de rétention d'eau via la nappe, en fait, des accumulations. Et un dernier point, donc sur le secteur Tours-Albertville, du coup, les études opérationnelles qui concernent l'aménagement de la plage de dépôt en aval du Saint-Clément, en aval de la plage existante. Voilà, donc ça nous fait un total, juste pour conclure, ça nous fait un total de 345 000 €. Donc ça, c'est vraiment une grosse louche. L'objectif, c'est de donner mandat à la PTV dans le cadre de la convention de partenariat car l'Isère a déjà avec la PTV, c'est de leur demander de travailler sur la rédaction des fiches actions et notamment d'affiner le contenu technique et le chiffrage de ces études. Tout le monde sait ce que c'est la PTV. Oui, j'en ai parlé. La PTV, ça vous parle? Ça vous parle à tous? Non, pas pour moi. Non. Ah. Non, ça compte. Alors, la PTV, c'est l'Assemblée du pays tarentaise vanoise. C'est un syndicat mixte qui est basé sur Moutier, qui regroupe toutes les EPCI de la Tarentaise et qui mène des missions diverses. Comme pouvait le faire le syndicat Arles-Isère avant qu'il soit transformé en communauté d'agglomération. Voilà. Du coup, juste pour conclure, dire que ces études, l'objectif, c'est de les inscrire au papier d'intention de l'Isère en Tarentaise et elles seraient déroulées sur une période de 2 à 3 ans, avec un financement prévisionnel qui pourra varier entre 30 à 50%. Donc là, le montant qui est affiché, c'est le montant hors subvention. Donc il sera étalé sur 2 à 3 ans. Quentin, peut-être juste passer à la dernière. Oui, François. Oui, juste une remarque sur la régularisation des systèmes d'endiguement. En théorie, on doit faire ça sur chaque torrent qui a des ligues. Et donc, sur le territoire d'Arles-Isère, on a probablement plusieurs dizaines de torrents à régulariser. Quand on voit 70 000, 40 000 par système, ça veut dire que dans les années qui viennent, on va dépenser des fortunes en régularisation administrative du système d'endiguement. On attire l'attention de tous autour de la table sur ce qui va arriver à la taxe GEMAPI, qui ne va pas servir qu'à protéger les gens, mais aussi à faire de l'administratif. Voilà. C'est délicat, mais c'est un gros dossier pour les années qui viennent. Du coup, pour finir, donc suite à aux propositions d'action qui a été présentée, donc il vous est proposé un projet de délibération au prochain conseil pour donner mandat à la PTV, du coup, vis-à-vis de la rédaction des fiches actions qu'on vient de citer et par rapport à la rédaction du dossier de candidature du papier. Sachant que ce n'est pas un engagement ferme, pour l'instant, c'est juste une proposition et du coup, l'aglo se repositionnera courant 2021, un engagement plus officiel sur la maîtrise d'ouvrage de ces opérations inscrites au papier. Mais ça serait quand même bien d'y aller. Effectivement, ça permettra d'avoir des subventions. Il est là pour défendre son but aussi, hein, dans les subventions qu'on peut trouver ailleurs. Hein. Bien sûr. Mais si on n'a pas de subvention, il faudra quand même faire le boulot à un moment donné. Excusez-moi, je ne sais pas si c'est le moment d'intervenir, mais je reviens sur le Doron de Beaufort. À chaque fois,
le représentant des représentants du Beaufortain rappelle la nécessité, dans le cadre de Vigicru, de mettre un point de débit. Cheikh Raymond Combas, dans le SMBVA, intervient souvent là-dessus. On nous a toujours dit qu'il faut attendre le PAPI, l'inscrire dans le PAPI, puisqu'il peut y avoir des subventions pour ça. Alors, bon, est-ce que c'est le moment ou c'est pas du tout le sujet? C'est pas le même. Effectivement, c'est pas ça, c'est le PAPI qui va concerner le bassin versant de l'Isère en Tarentaise. Donc, je rappelle que le Doron se jette dans l'Arly, qui immédiatement après se jette dans l'Isère. Oui, mais l'Arly fera l'objet d'un PAPI spécifique qui est défini au niveau du SMBVA. Alors, quand raisonnablement on peut espérer un point de mesure du débit opérationnel pour le Doron? Et ça va être difficile de vous répondre fermement là-dessus. Parce que ça fait 1 an qu'on nous dit dans 2 ans. Il nous reste 1 an. Non, mais Non, mais c'est important parce que derrière, il y a aussi la révision du PPRI avec cette fameuse étude qui est faite en collaboration avec EDF. Et le point de mesure c'est quelque chose de fondamental. Oui, alors juste pour compléter là-dessus, effectivement, nous au niveau technique, c'est un point qui nous manque aussi, hein, parce qu'on est un petit peu aveugle sur ce bassin, alors qu'on a des points sur la Chaise et l'Arly. Ce qui a été identifié dans le cadre de l'élaboration du PAPI, parce qu'on travaille activement dessus, c'est le souhait du président du syndicat, il a été inscrit une réflexion un petit peu plus large qui concernera notamment l'étude de faisabilité sur la mise en place d'un outil de prévention des crues et qui ira au-delà de la simple mise en ligne d'un point pour avoir un suivi des débits en temps réel. L'objectif, c'est d'avoir un outil prévisionnel qui nous permettra aussi de voir les choses arriver. Ça existe déjà sur certains secteurs, notamment sur le secteur de Chambéry, voilà, où ça permet de façon opérationnelle d'avoir beaucoup plus d'éléments. Ok. on ne t'oublie pas quand même. Bah, un peu quand même, hein. Non, mais il faut laisser un petit beaucoup même. Il faut laisser un petit peu de temps au temps. Il n'y a personne qui restera sur le bas-côté. Bon, là, les décisions avaient été prises de faire le côté basse-tarentaise, je vais appeler ça comme ça. Bon, ben, on fait basse-tarentaise et après on... Les deux avancent en même temps. Hein. Oui. D'accord. Aujourd'hui, la présentation, elle est faite pour la basse-tarentaise. Oui, c'est le délai de l'assurance. Vous avez des questions? Non? Sophie, tu as des compléments? François, non? Vous avez d'autres questions? Eh bien, merci. On modifie un petit peu tout l'ordre du jour. On va continuer par les fiches PCAET. Vous avez tous reçu les fiches. Je pense que vous les avez tous lues. Donc, on va attaquer par faire avancer le projet de la méthanisation debout sur la steppe. C'est une étude qui a été lancée. L'objectif de cette méthanisation, c'est de se mettre en ordre de bataille avec un objectif de 2026. Bien sûr, si on peut le faire avant, on le fera avant. Mais bon, avec toutes les études, c'est quand même assez long. Donc, dans cette méta, je vais vous passer Rémi, qui lui maîtrise un petit peu le sujet, dire pourquoi, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, c'est du pur technique. Moi, je ne suis pas un technicien de la méthanisation, donc avec Yann André aussi, qui s'est bien défendu l'autre jour dans la présentation qu'il a fait, ils vont pouvoir vous donner quelques informations. C'est quoi?
Petit point technique sur le partage d'écran. C'est bon, ça marche. C'est pas caché. Donc la méthanisation, le projet donc, qui avance à travers une étude de faisabilité qui va essayer de définir au niveau de l'agglo, au niveau de la step de JI, si on peut continuer, si c'est rentable, si c'est intéressant pour arriver au bout. Donc elle est en cours d'élaboration, cette étude. Il y a une première présentation qui a eu lieu. Il y en a encore plusieurs à venir. Donc, le projet, c'est quoi? C'est de mettre en place une méthanisation sur la steppe de JI. Qu'est-ce qu'il faut pour ça? C'est des boues. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de produire du biogaz grâce à cette méthanisation. Donc, pour ce faire, on a besoin de réutiliser ce gaz. En ce moment, on est en train d'étudier aussi sur la faisabilité si c'est intéressant ou pas de pouvoir réinjecter ce gaz sur le réseau gaz. Donc, il y avait des conditions de rachat qui étaient très intéressantes jusqu'à maintenant, qui le sont un petit peu moins. Qui le sont de moins en moins, en tout cas. Cela dit, il n'y a pas que cette possibilité aussi de réutilisation de gaz, puisqu'on peut l'utiliser à la chaufferie bois, par exemple, d'Albertville, et aussi on peut l'utiliser dans certains véhicules, dans les véhicules qui pourraient être ceux de l'agglo, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est l'intérêt de produire du gaz, et que ça peut rapporter à la commune, à l'agglo, pardon. L'autre intérêt aussi, c'était de gagner un petit peu en capacité de la steppe de JI, puisque une steppe, vous le savez, c'est les sous-dimensionnés, elle marche mal. S'il y a trop d'habitants, elle marche mal aussi. Donc, le projet qui a été réalisé depuis de rapatrier donc, la steppe d'Ugine à JI. Donc, maintenant, on est dans une bonne marche de croisière en équivalent. Tout le monde sait que la population continue de grandir. Mais bientôt, la steppe de JI pourrait être saturée à l'horizon 10 ou 15 années. Donc l'intérêt de la méthanisation aussi, c'est de récupérer aussi de la capacité et de pouvoir faire durer son utilisation, la prolonger en tout cas, avec une capacité avec plus d'habitants. Puisque la méthane fait... En quoi la récupération des boues, en quoi le fait que des boues, au lieu de les envoyer à Survoie Déchets, pour les pulvériser dans la tour qui brûle les déchets, en quoi le fait de les envoyer à un centre de méthanisation va augmenter la capacité de traitement de JI? Alors, ce qui se passe, c'est que les effluents qui arrivent à la steppe, on a une décantation qu'on appelle une décantation primaire qui nous permet de récupérer de la matière qui a un fort taux de méthanisation. Donc, cette matière, on l'envoie donc en méthanisation. Donc, il y en a d'autant moins dans le cycle normal de la steppe. Donc, on a moins traité de boue dans la steppe. Une méthanisation, c'est 30% on récupère 30% d'équivalent de capacité. Donc, c'est pas négligeable. Après, donc, la méthanisation se met en route avec les boues. Le résultat, ça passe dans un digestat, ça s'appelle, et ça permet ce digestat peut être réintégré aussi dans le cycle de la steppe, où après il peut devenir aussi des boues qu'on va de façon ultime renvoyer aussi sur Chambéry, mais il y en aura beaucoup moins. Dans l'idée aussi, puisque on parle, c'est qu'il y a des boues aussi qui peuvent être récupérées dans d'autres steppes qui sont intéressantes à méthaniser, notamment celle de Villars. C'est des choses qui s'étudient en ce moment. Et il y a Saint-Nicolas, donc, et la Bâtie. Donc là aussi, on peut récupérer les boues qui sont issues de ces steppes sur le territoire de l'agglo, les intégrer dans la méthanisation. Et en fait, ça nous évite de les envoyer à Chambéry, tout simplement. Elles passent par un cycle de méthanisation avec tout le temps à les réduire. Donc, il y a cet intérêt aussi écologique, entre guillemets, c'est qu'il y en aura moins de camions qui iront à Chambéry, il y aura moins de transport et tout ce que ça implique, quoi. Voilà. Et puis, ça représente un coût aussi, puisqu'on paye aussi Chambéry, Savoie Déchets, c'est ça?
Donc, voilà. Quand on va leur porter les déchets. Donc aujourd'hui, la discussion aussi se pose sur où on peut récupérer des choses qui peuvent rentrer dans le cycle de la méthanisation. Donc, on a dit les bouts des autres steppes. On est en train de regarder si ça peut être intéressant aussi pour élargir le spectre et aller peut-être un petit peu plus loin avec l'agglo. On peut penser à la haute parenthèse aussi. Il y a aussi une réflexion sur les graisses, récupération des graisses, puisque les graisses ont un pouvoir méthanogène intéressant. Quand il y en a trop, c'est pas bon, je crois. Quand il y en a, voilà. Et elles peuvent être issues de toutes les filières, notamment les restaurants. On peut imaginer plein de choses aussi là-dessus. Voilà. Quelque chose à rajouter, peut-être, Rémi? On a actuellement le bureau NetDéo qui travaille en étude de faisabilité donc depuis le mois de novembre, qui prévoit de nous faire un rendu sur le mois d'avril ou mai. On pourra en parler après ici, parce qu'après les décisions vont devoir être prises par vous, les élus, pour savoir vers quand on tend. Pour les solutions ont été proposées par Yann, on verra un peu ce qu'elles apportent chacune. Et après, pour viser, si jamais on y va, une construction à terme de cette méta courant 2024-2025. Voilà, c'est quand même un projet sur quelques années. Avez-vous des questions sur cette méta? Et vous? Non? Eh bien, merci. Étant donné qu'il n'y a pas de questions, on va passer à la deuxième fiche. Donc, étudier le potentiel énergétique des réseaux d'eau potable et d'eau usée. Donc, le but de cette mission, c'est de rentabiliser nos sources. On a eu un rendu par le cabinet qui avait fait la première présentation, vous savez, du Grand Arc, hein, c'est ça? La première commission qu'on a fait ici. Valentin Kless, oui. Et donc là, il est venu il y a 2 semaines environ nous représenter une étude qu'il est en train de faire sur Autlus, Beaufort, tout ça. Donc, et pour nous dire ce qu'on pourrait tirer des ressources qu'on a. On regardait sur l'Apora, mais je laissais la parole à Rémi parce qu'il maîtrise très très bien ce sujet. Sur l'Apora, on se retrouve avec 17 bars de pression. Et donc, il suffirait de mettre en tête une turbine avant de renvoyer toute cette eau sur le Grand Mont, et ce qui nous permettrait à nous de pouvoir turbiner entre les deux et de fabriquer de l'électricité. Voilà. Donc, c'est un petit peu, il est venu nous présenter tout ça. Donc, c'est ce qui permettrait aussi de faire pas mal d'économies, hein, en faisant pas beaucoup d'investissement, parce qu'on a ce qu'il faut on a ce qu'il faut pour travailler. Ouais, alors Valentin Kiaoui, vous avez vu la première commission ici qui présentait son travail qu'il avait fait sur l'Appel et Beaufortin, donc c'est lui qui modélise un peu tous les réseaux sur l'ordinateur, qui fait un peu des projections sur des maillages, sur des changements de canal, sur plein de possibilités qu'on peut faire sur nos réseaux. Il le fait sur son ordinateur, et puis après, on s'amuse à aller voir sur place ce que ça donne. Et effectivement, ce qu'il modélise, ce qu'il imagine sur son ordinateur, et on le réalise sur place dans la réalité. Et dans le cadre de ces études, il nous a fait apparaître quelques lieux qui, pour lui, étaient intéressants de turbiner. Et donc, il nous a proposé un chiffrage il y a 1 an de ça. Et on est parti avec lui pour étudier un turbinage sur Autlus. C'est une étude qu'il a fait, qui est financée par Jean Zelot à 80%. Donc, on a lancé, on a eu le rendu, quasiment le rendu, pas final, mais presque là, donc il y a quelques semaines. Et donc, il a travaillé sur plusieurs options qu'on a à Autlus. C'est là qu'on a les 2 plus grosses ressources, je crois bien, oui, de l'aglo, notamment. C'est le Dauriné et le Revers. Le Dauriné qui est du côté du Col du Joly et le Revers qui alimente les saisies, côté montagne d'Outré. Et il nous a présenté des belles perspectives de turbinage, dont la plus grosse pourrait situer, donc je parle au poussier parce qu'elle doit encore être confirmée par des
par des relevés de la ressource qu'on n'a pas encore aujourd'hui. Mais dans le cas plus gros, ce serait un turbinage qui partirait, pour ceux qui connaissent un peu plus, du hameau de Colombes. On a une conduite qui vient du Doré, et on a beaucoup de trop-plein qui sort du Doriné. Ce trop-plein serait capté au niveau du hameau de Colombes et serait turbiné au niveau du plané, donc en bas du télécabine, du TLC, je ne sais plus ce qu'il y a en bas. Ouais, Colombes au-dessus. Hein. Et donc aujourd'hui, si on confirme les valeurs d'étiage qu'on a sur le Doriné et le Doriné bis, un nouveau captage qu'on est en train d'ouvrir, on parlerait de bénéfices, je crois, annuels de 240 000 euros, je crois. 246 000. 246 000 sur 12 ans, ça fait rêver. Sauf qu'aujourd'hui, le Doriné bis, c'est des ressources qui ne sont pas suivies sur la quantité d'eau qui débite à l'année. Et donc, il faut d'abord qu'on s'assure qu'elle donne bien les débits qu'on a aujourd'hui dans nos tablettes avant d'entamer des travaux qui coûteraient quand même, je crois, pour ce projet, c'est 1,4 million d'investissement à faire. La rentabilité est pas mal. Alors, c'est pas qu'on n'ait pas de quantitatif, c'est que il y a une personne qui a fait des relevés qui étaient aux alentours de 42 litres seconde. Les autres, les relevés de Beaufort sont dans la même grandeur, on va dire, mais vu que on a un relevé comme ça de temps en temps, nous, ce qu'on veut faire, avant de lancer quoi que ce soit, on veut s'assurer sur environ 6 mois à une année, regarder les différentes valeurs qu'on a en relevé, mais faire des véritables relevés de valeurs. Pas le faire aujourd'hui et il faut qu'on ait une continuité. Voilà. Et l'autre opportunité dont vous parlez déjà, Patrick, c'est d'aller à l'Apora. L'Apora, pour situer un peu, on a le captage la ressource des revers qui descend sur le plus et qui remonte vers les saisies en passant par 2 stations de pompage, l'Apora et l'Antaï. Et l'Apora, donc celle du bas, l'eau des revers arrive naturellement avec une pression résiduelle de 17 bars. Ça veut dire qu'à l'Apora, il y a un réservoir, l'eau arrive à 17 bars de pression, la pression est cassée dans le réservoir et après elle est repompée pour remonter à l'Antaï, où là, il reste encore une pression, elle est repompée encore pour monter au grand. Ça veut dire qu'on a 17 bars aujourd'hui qui sont gâchés à l'Apora, qu'on pourrait immédiatement, si on posait une turbine en haut de l'arrivée du tuyau, turbiner et produire de l'électricité. Sauf qu'aujourd'hui, ça paraît simple, mais il faut voir ça en plus grand. Il ne faut pas voir que ce problème-là, cette solution qui pourrait être apportée. Il faut voir ce qu'on veut faire de l'eau qu'il y a au plus. On vous a présenté donc, à la première commission l'opportunité de prendre l'eau au plus pour emmener en Val d'Arly, où il manque d'eau, alimenter aussi en secours Poinos et Crévolant, qui ne sont quasiment que sur nos ressources, alimenter aussi Notre-Dame, qui n'est pas trop excédentaire en eau. Et donc aujourd'hui, il va falloir qu'on se positionne, dès qu'on aura les valeurs d'étiage de ces ressources-là, donc d'ici 6 mois, 1 an, comme disait Patrick, mais après se projeter dans l'avenir, qu'est-ce qu'on veut faire de cette eau-là qu'on a à Beaufortin, qu'est-ce qu'on en fait, est-ce qu'on va alimenter donc, jusqu'à Flumet, quelle partie de Flumet, est-ce qu'on envisage d'aller sur la Giette, dans certains projets, avec Crévolant, Notre-Dame, et savoir qu'est-ce qui nous reste en ressources disponibles à Auclus, et qu'est-ce qu'on en fait dans le cas du turbinage. Donc c'est pas très simple comme démarche, hein, mais il va falloir qu'on se pose des questions là d'ici 1 an. On pourra se les poser aussi ici. On peut aussi imaginer le revers. Le revers, c'est un captage avec une DUP qui interdit de récupérer l'eau si elle n'est pas une station de consommation humaine. On pourrait aussi imaginer modifier cet arrêté et puis capter encore plus d'eau pour le turbiner en bas, plutôt qu'elle sorte en haut et pour sortir en bas. Il y a plusieurs démarches qu'on pourrait avoir, mais il faut d'abord qu'on sache la ressource qu'on a, qu'est-ce qu'on veut en faire, et après, qu'est-ce qu'on en fait au milieu, où on turbine, et comment on négocie aussi avec Suez, avec les communes. Et il y a plein de beaux projets à faire là-haut. Voilà. Mais il faut voir ça en grand, mais en très grand, je pense. Et encore, je parle pas aussi de traces sur un livre, qu'il faudra aussi aller voir avec vous, les élus, pour négocier un raccordement aussi chez eux. Eux sont aussi preneurs d'une solution alternative à leurs mono-ressources qu'ils ont dans le nappe. C'est ça. Voilà. Mais NAP peut, pour l'instant, qui a 1 million de mètres cubes. Ah oui, il y a de quoi faire. Et à côté, on arrive. Voilà. Ce qui ressort à l'Arly, à l'aval de la nappe, je crois que c'est 3 millions de mètres cubes par an.
Donc, et la nappe s'arrête au niveau de la station de 14. Juste au-dessus de leur station d'épuration. Une question, quand vous parlez de turbinage, c'est uniquement l'eau potable ou c'est éventuellement une microcentrale hydroélectrique pour turbiner au fil de l'eau l'ensemble d'une ressource? Non, là, on parle que d'eau potable aujourd'hui. Mais l'Apora, de toute façon, ça a été une aberration, la réalisation de ce projet-là, emmené par l'exploitant des saisies, hein, qui finalement, plus il mettait de pompage, plus ça lui rapportait. C'est débile de casser la pression et d'après derrière de repomper. Je veux dire, c'est débile quand on voit le truc. Il faut savoir qu'ils avaient encore demandé 2 millions d'investissements supplémentaires. On s'est battu les dernières années du CIEPAM pour bloquer le système parce que c'est complètement aberrant. C'est 17 bars de pression. 17 bars de pression. C'est énorme. Non, mais et ils mettent des pompes, ils mettent des pompes et ils considéraient que les pompages derrière n'étaient pas suffisants. Ils voulaient mettre pour 2 millions d'investissements derrière. Donc, si je récapitule, à Oculus, on a 2 grosses ressources. On va les équiper là au printemps, parce qu'il y a déjà maintenant, on les équipe pour pouvoir les suivre tous les jours sur ce qu'elles donnent. Et d'ici un an, on se revoit et on décide ensemble ce qu'on fait de toutes ces ressources, où est-ce qu'on les envoie, et après on regarde ce qui nous reste et ce qu'on en fait avec. Et il y a des grosses possibilités de turbinage. Voilà. C'est intéressant. Et déjà d'alimentation correcte des saisies avec un coût d'alimentation moins cher. Les saisies. Saisies et après parce que après il n'y a pas bien loin pour aller rejoindre de l'autre côté. La liaison existe déjà jusqu'à voilà, c'est pour ça. Mais vu les accords qu'il y avait avec la Lyonnaise à l'époque, il n'y a jamais eu d'eau qui est passée dans ces conduites. Aujourd'hui, on a rencontré Suez, on leur a parlé de ça. Ils sont engagés, par écrit d'ailleurs aussi, de nous laisser passer, transiter de l'eau, juste en payant qui correspondent au volume monté. Les factures d'électricité qu'on peut supprimer si on enlève le. On peut supprimer, oui. Parce que facture d'électricité, plus entretien, plus ci, plus là, voilà. Une question, si je peux me permettre. Où en êtes-vous de vos négociations avec la Lyonnaise des Eaux? Sur ce sujet-là? Pardon, je n'ai pas compris. Sur ce sujet-là? Oui, parce que les saisies, bon, je suis de Oculus, élu Oculus. Je m'intéresse vraiment à ce projet. J'étais la semaine dernière, ou il y a 15 jours, à Notre-Dame-des-Millières. Je poussais vraiment un projet de pompage, de turbinage, de réfection du réseau qui me plaît énormément. Aujourd'hui, nous avons un souci sur Oculus. Enfin, nous, Oculus, pas trop, mais sur les saisies, puisque c'est la même commune, il y a deux tarifications d'eau. Avec Arlisère sur Oculus et Lyonnaise des Eaux sur les saisies. Vous avez dit il y a peu de temps que vous étiez en négociation avec la Lyonnaise pour reprendre cet affermage. Où en êtes-vous aujourd'hui? La DSP des saisies, elle coche en 2033, si je ne me trompe pas. On a une discussion aujourd'hui pour récupérer le balcon qui est en DSP jusqu'en fin 2021. Mais pour moi, Suez saisie, on le laisse tranquille. On va juste les enquiquiner là bientôt, justement, pour transiter de l'eau et leur supprimer les pompages. Mais pour moi, sinon, sur les tarifs là-haut, il n'y a rien qui est négociable en mon sens. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Bon, c'est bon, merci. Bon terminage? C'est bon? On va prendre donc la fiche 4.2.1, c'est la connaissance de la ressource en eau disponible sur le territoire et la gestion concertée de la ressource en eau. Donc, actuellement, on ne sait pas le quantifier exactement. On ne sait pas les quantifier, ces ressources. Donc, on a pensé à plusieurs actions pour pouvoir le faire, c'est pour faire des économies d'eau. C'est de mettre en place de la télégestion sur les réseaux dans le but d'augmenter leur rendement. Donc, c'est suivi des débits de fuite.
À ce jour, on a 85% du réseau du territoire qui est équipé. Notre objectif d'ici 2023, c'est d'essayer de monter à 100%. Il y a une convention avec Savoie-Pan pour la réalisation d'un audit des consommations d'eau. Il y a aussi une étude à l'échelle d'Arlisère sur le Beaufortin et le Val d'Arly. Le Beaufortin et le Val d'Arly sont exclus, qui identifie toutes les ressources et les réseaux en cours. Cette étude, elle a montré à Albertville que l'on pourrait être alimenté par les bassins versants 10 mois sur 12, plutôt que de pulser dans la nappe, de puiser dans la nappe phréatique de la plaine de Conflans. Après, il y a une optimisation de procédé de refroidissement aussi qui est en cours qui pourrait nous arranger sur le GITEC. Donc, voilà un petit peu, on a ces objectifs. Donc, les objectifs, comme je vous le dis, c'est d'avoir une connaissance approfondie de la ressource. Mais bon, d'ici entre 2024 et 2026, hein, le monde ne sait pas faire en un jour. Et puis de savoir quelles sont les ressources qu'on pourrait partager. On en revient à la même chose que disait à l'instant Rémi. Il y a beaucoup d'eau à Haute-Luce. Au lieu de l'envoyer à la rivière, autant en faire profiter les petits copains qui sont à côté. Identifier les gros producteurs d'eau du territoire et puis continuer les actions en cours sur les économies d'eau du réseau, sur la gestion des fuites. Il faudra peut-être aussi qu'on se penche un jour sur les bassins. Là, je me tire une balle dans le pied parce que j'en ai 17, moi, uniquement sur ma commune. À la sortie, j'en ai 3 qui sont sur des ruisseaux, donc ça va, mais les 14 autres, il faut quand même surveiller, mettre des réducteurs de caution. Il faut quand même qu'on fasse des études de toute cette eau qui s'en va directement et qu'on pourrait récupérer pour soit faire donner de l'eau aux gens, soit de capter cette eau pour pouvoir aussi turbiner. Il y a plein de choses à faire de ce côté-là. Tu veux donner un complément? Juste un petit mot sur les RPQS, donc les documents qu'on émet chaque année sur la quantité et la qualité de l'eau dans chaque commune. On améliore chaque année la connaissance du réseau sur les rendements du réseau et on l'améliore chaque année aussi, le rendement, sauf que ce ne sont pas du tout les chiffres que vous pouvez retrouver dans le QS avec des rendements qui ont tendance à baisser. Ça vient juste du fait que la connaissance augmente et la réalité refait surface et on y travaille tous les jours pour essayer de retourner la situation dans les chiffres. Des questions? Vous avez des questions? Eh bien, on va passer à la dernière fiche. Donc, c'est sensibiliser les habitants et les communes aux économies d'eau et la récupération des eaux pluviales. Donc, vaste sujet aussi sur la récupération des eaux pluviales. Donc, l'objectif, c'est surtout sur tout le territoire d'Arlisère, c'est qu'on ait le même langage, c'est qu'on veuille tous être solidaires dans cette direction. Il y a des choses à faire, donc ne serait-ce que des petites économies. Moi, on dirait que c'est peut-être à la marge, mais peut-être qu'en prenant une douche, on consomme moins d'eau que si on prend un bain. Il y a toutes ces machines, ces nouvelles machines qu'on a, machine à laver, machine à laver la vaisselle, à laver le linge. Il y a aussi, quand on lave la voiture, on peut faire des économies sur tous ces petits gestes qui paraissent anodins, mais qui, à la sortie, qui font des mètres cubes. Voilà. Pardon.
Donc, qu'est-ce qu'on peut? C'est encourager aussi la récupération d'eau pour les usages extérieurs des particuliers, des professionnels et des communes. Exemple, l'arrosage des fleurs, les espaces publics. Ce sont des choses qui pourraient être faites. C'est aussi de sensibiliser peut-être aussi dans les écoles, vous voyez, les enfants, parce que nous, on est difficilement malléable maintenant. On est vieux, on se laisse plus faire. Mais bon, les jeunes leur apprendre que quand on se lave les mains, on peut le temps qu'on se savonne les mains, et tout ça, on peut arrêter le débit de l'eau. Vous voyez, plein de petites actions comme ça. Voilà, je pense que si vous avez vu comment ça s'appelle, les fiches, donc ce sont des petites actions qu'on peut mener pour faire des économies. Vous avez aussi les liens, donc il y aura des liens avec les autres actions, hein, de toute façon. Hein. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Je pense aussi qu'il y aura des usagers. Hein, les usagers, les gens, je pense qu'il faut vraiment tabler sur la communication. Si on ne table pas sur la communication, on n'a aucun résultat. Et je pense il faut qu'on fasse l'effort, nous, les élus, tous ensemble, aller dans la même direction. Donc, on est dans le même groupe de travail. On est une trentaine, ce qui est énorme. Mais ça veut dire qu'il y a beaucoup d'idées. Il peut y avoir beaucoup d'idées. À vous de nous donner aussi vos sentiments sur ces économies qu'on pourrait faire. Voilà. Je ne sais pas si mes collègues ont passé la parole à mes collègues parce qu'ils ont peut-être des choses à rajouter parce qu'ils sont quand même délégués d'Arlisère. Donc, et quand j'entends parler d'eau pluviale, ça me réveille. Donc, la question de récupération des eaux pluviales pour les usages extérieurs, c'est une très bonne idée, autant qu'on n'a pas à traiter en eau pluviale. Par contre, le petit bémol sur l'utilisation privée de l'eau pluviale, on voit apparaître dans tous nos villages des gens qui utilisent l'eau pluviale pour tous les usages domestiques, style sanitaire, lavage et autres, qui du coup repartent dans l'assainissement. Et là, c'est comme des consommations d'eau sur lesquelles il n'y a aucune taxe d'assainissement. Donc, tant que ça reste epsilonesque dans la population, ce n'est pas très grave. Si on encourage ce genre de choses, il faudra aussi se poser la question de la facturation de l'assainissement pour ces mètres cubes qu'on ne voit pas passer en tant qu'eau potable. Donc, c'est un sujet qui restera à traiter les années qui viennent, mais pour l'instant, il faut aussi faire attention à ça. On en connaît probablement tous qui font déjà ça chez eux, et qui du coup payent effectivement peu d'eau potable et peu d'assainissement. Que nous payons nous, il y a quelqu'un qui est quand même facturé derrière. Après, il y a peut-être la solution aussi de mettre un compteur justement sur cette eau qui est valorisée, on va dire. Mettre un compteur chez les gens pour facturer le traitement. C'est devenu règlement de service. Non, règlement de service, je crois qu'il y avait une taxe pour les maisons qui étaient branchées comme ça. Moi, il me semble. Hein. Voilà, ce que disaient les collègues, c'est que c'est prévu dans le règlement. Mais avoir quelque chose d'écrit, vous savez comme moi, il y a des belles choses qui sont écrites, mais qui ne sont pas toujours contrôlées, qui ne sont pas toujours respectées. Et donc là, ce qui manque, c'est du monde pour aller contrôler ces choses. Ouais. Après, moi, je pense que la seule solution pour faire des économies, pour inciter les gens à faire des économies, c'est plutôt, enfin, on va dire, augmenter le prix de l'eau. Moi, on a vu dans le Val d'Arly ce qui s'est passé à l'époque quand on a augmenté le prix de l'eau et de l'assainissement parce qu'on a été obligé avec la création des deux stations.
il y a eu quand même une baisse comment dire, une baisse de l'eau, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? La consommation. Oui, une baisse de consommation de l'eau, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Alors après, je sais que bon, c'est pas simple, mais moi, il me semble que si les gens payaient l'eau un peu plus cher, je pense qu'ils feraient plus attention. Il n'y a pas à tortiller. Si on ne touche pas le porte-monnaie, ça ne marche pas. Moi, je suis d'accord sur la sensibilité du porte-monnaie. Ouais. Je mets quand même en garde. Il y a un système de facturation de l'eau qui est ce qu'il est, avec une part de frais fixes et une part de frais variables. Ouais. Ce qui est sûr, c'est que quand on regarde les charges d'une compte de fonctionnement, 95% des charges, c'est des charges fixes, à peu près indépendantes de la consommation d'eau. Ouais. Et ces charges, de toute façon, dans la mesure où on doit équilibrer les budgets, doivent être couvertes par des recettes. Et lorsqu'on facture ces charges avec un coût au mètre cube, peu importe encore une fois le système de facturation, s'il y a moins d'eau, de façon mathématique, s'il y a moins d'eau qui est consommée, forcément, le prix unitaire du mètre cube augmente. Vous me suivez? Oui, oui, bien sûr. C'est-à-dire que si on facture de l'eau, par exemple, à 3 € le mètre cube, et puis que la consommation, parce que tout le monde va faire des économies, baisse d'un coup d'une année sur l'autre de 20%, on est obligé d'augmenter les 3 € de 20% et de la passer à 3,60 €. Et donc, les éventuelles économies que pensent faire les gens vertueux qui réduisent leur consommation d'eau ne va pas se retrouver sur la facture parce que le prix unitaire va augmenter d'autant. Donc, il faut faire attention dans le langage, qu'on baisse la consommation d'eau parce qu'on a des problèmes de ressources et pour l'économiser, mais non pas pour faire des économies financières, mais pour économiser cette valeur que représente l'eau, oui. Mais faire croire aux gens que ça va baisser leur facture, ça serait leur raconter des mensonges. La deuxième remarque que je voulais faire, c'est sur la remarque de François sur les gens qui récupèrent des eaux pluviales et dont une partie risque de se retrouver dans les réseaux d'assainissement. C'est vrai. Comme il l'a dit, c'est aujourd'hui assez marginal. De toute façon, il y a une obligation de ne pas mélanger dans une maison le réseau d'eau pluviale éventuellement récupéré qui alimente souvent les sanitaires ou les machines à laver avec le réseau d'eau potable. Et donc, dans la mesure où les réseaux sont complètement distincts, mettre un compteur éventuel sur la petite cuve de récupération qui est dans un coin de la maison qui récupère l'eau du toit, je ne vois pas bien, comme l'a dit Patrick, c'est difficile à contrôler. En plus, techniquement et financièrement, je ne vois pas trop l'intérêt. Je pense d'ailleurs qu'il y a l'inverse. Il y a ceux qui utilisent de l'eau potable pour arroser leurs fleurs ou leur jardin et qu'on retrouve ou éventuellement remplir un spa ou une piscine. Cette eau-là, on ne la retrouve pas dans le réseau d'assainissement alors qu'elle est facturée. Et je pense que globalement, il y a plus d'eau aujourd'hui potable, donc payée pour ceux qui sont raccordés à l'assainissement, qui ont des charges d'assainissement et qu'on ne retrouve pas dans les réseaux d'assainissement que l'inverse. Donc ce problème, il faut effectivement être vigilant, comme l'a dit François, mais c'est aujourd'hui marginal et il faut bien savoir qu'il y a les deux phénomènes qui se passent aujourd'hui. Il y a d'autres personnes qui veulent s'exprimer? Mais on est là, Edouard, on l'a perdu. On est là quand même pour écouter, vous voyez, en discutant comme ça, on a plusieurs idées. Et je pense que c'est là que c'est intéressant de pouvoir s'écouter et d'essayer de trouver la meilleure solution possible et pour qu'on puisse faire la meilleure des propositions. Voilà. Ouais, mais je voulais maintenant augmenter, moi je voudrais revenir, vous savez tous que le prix de l'eau, ça fait un gros débat l'autre jour, hein, en dernier conseil communautaire. Donc, moi je souhaite aussi, c'est que cette année 2020, on travaille sur ces prix de l'eau. C'est pas parce qu'il y a des choses qui ont été faites avant, qui ont été arrêtées avant, qu'il faut les maintenir. Donc, peut-être aussi, regardez, tu parlais tout à l'heure des investissements et ainsi de suite. Eh ben, il faut peut-être regarder un petit peu selon les régions.
Le Val d'Arly, eh ben, ils ont payé leurs installations. Il faut savoir, eh ben, regarder l'équilibre qu'il peut y avoir dans ce qui a été investi, dans les recettes qui rentrent. Et puis c'est là qu'il faut regarder le ratio et de savoir peut-être augmenter le prix de l'eau, je ne sais pas, diminuer peut-être à côté. Par contre, il y a si on continue d'augmenter le prix de l'eau comme c'est fait actuellement, avec des objectifs peut-être un peu lointains, il est clair qu'il y a des gens qui seront sûrement plus à la peine que d'autres. Donc, eh bien, tout ça, il faut y prendre en compte dans notre analyse. Je voulais juste rajouter un mot là, par rapport à tout ce qui a été échangé. Je rejoins un peu Édouard aussi. Mettre des compteurs sur l'eau pluviale, moi, ça me surprend un petit peu. Dans tous nos plans d'action que nous avons lancés, il faut bien être rationnel et faire la part des choses et prioriser quand même les gros enjeux. Les gros enjeux de ressources, aussi bien financières qu'en termes d'eau, ne sont pas forcément au niveau des eaux pluviales. Je pense qu'il faut qu'on soit rationnel, il ne faut pas avoir aussi les yeux plus gros que le ventre et attaquer de front toutes les études, toutes les fiches d'action à fond sans avoir hiérarchisé quand même les enjeux. Il y en a un aussi, j'oppose ça à la facturation des bassins, on en a quelques-uns aussi sur Montailleur et qu'on rénove. C'est bien, il ne coule plus maintenant, on a mis des robinets qui se ferment. Je pense avant de mettre par exemple des compteurs sur les bassins, il conviendrait peut-être aussi de faire un état des lieux, l'état de fuite des réseaux. Sur notre commune aussi, on a eu une fuite, on perdait à peu près 100 mètres cubes par jour. On était sur supervision, ça ne nous a pas été relevé. Ça aussi, il y a des enjeux aussi bien de ressources que de coûts de fonctionnement, puisqu'on paye aussi des taxes à l'agence de l'eau sur ces eaux perdues. C'est aussi une priorité, même pour avoir des rendements de réseau, pas à 100%, on n'y arrivera jamais, mais digne de ce nom, correct. Rémi me disait en aparté, là, pour les fuites, les augmentations des fuites qu'on a eues, on a pris 300 000 balles, 300 000 euros en plus. Donc, il va falloir s'attaquer. Mais toutes ces économies, c'est là qui. Alors, nous aussi, dans notre village, on a des boutons poussoirs. C'est parce que le type il va aller chercher un arrosoir de 50 litres ou de 20 litres, c'est parce qu'il va ruiner l'eau. Mais toutes ces fuites, en mettant des compteurs d'un côté, en regardant ce qui rentre, ce qui sort, et en contrôlant un peu plus, on peut savoir aussi ce qu'on a en fuite et ce qui s'en va dans les bassins. C'est ça que je veux dire. Il n'y a pas que le bassin. Les fuites, c'est important, mais il faut tout prendre en considération. Mais une fuite, c'est quand même pas facile à trouver dans certains coins de nos régions, de notre département. Voilà. Dans un premier temps, il faut qu'on mette notre énergie où il y a vraiment des gisements. Il faut qu'on hiérarchise, je pense, toutes les fiches. Tous les items qu'on a abordés. Alors moi, je vais être clair, je ne vais pas me faire des copains partout, surtout je ne vais pas me faire copain peut-être avec François. Je pense que ma priorité en tant que vice-président d'Arlisère cette année, pour moi cette année, c'est de reprendre le prix de l'eau. Regardez ce qu'on peut faire sur le prix de l'eau. On s'est donné, alors bien sûr, il y a des gens qui vont me tirer dessus. Ils vont me dire, ouais, ça veut dire que tes eaux pluviales, t'en as rien à foutre et tu vas les traiter en fin de mandat. C'est pas ça. C'est de dire, il y a des priorités, comme tu dis, on doit gérer les priorités. Et les priorités à moi actuellement, c'est, pour moi, c'est le prix de l'eau, c'est connaître nos ressources et les utiliser au mieux pour, tout ce qui rentre,
vous connaissez le proverbe, hein, tout ce qui rentre avant l'hiver, ça craint plus la gelée. Donc moi, tout ce que je pourrais faire rentrer sur Arlisère en monnaie, disons en recette, eh ben pour moi, c'est ce qui compte. Et plus on fera rentrer de recettes, ouais, on aura peut-être besoin d'augmenter le prix de l'assainissement. Voilà. Je partage aussi ton point de vue, bien sûr, au niveau des recettes. Et on en parlait dernièrement en réunion hebdomadaire. Il convient aussi d'agiter un peu le trésor public pour qu'il soit un peu plus véloce pour recouvrir nos paiements. Vaste programme. Donc, j'interviens pour dire que je suis d'accord avec toi. Ceci dit, le sujet d'eau pluviale qu'on évoquait, c'est l'usage privé des eaux pluviales privées, qui est un sujet un peu à la marge. Reste le sujet des eaux pluviales urbaines qu'il faut quand même qu'on avance, dont on avance le traitement et l'étude cette année, parce qu'on vient de redonner aux communes la compétence effective ou opérationnelle sur ce sujet. On ne va pas commencer à le dire maintenant, c'est pour le reste du mandat. Je pense que vis-à-vis il faut qu'on soit un peu sérieux aussi. On va travailler le prix de l'eau, qui est un vrai sujet sur lequel j'interviens régulièrement depuis de nombreuses années, avec d'autres maintenant, c'est bien. Et on va travailler aussi le sujet des eaux pluviales urbaines pour qu'on puisse voir avec les communes comment s'en sortir dans les années qui viennent. Les deux peuvent être menés en même temps, même s'il y a un peu des personnels communs. Il y a des questions? Oui, merci. Puisque tu abordes le sujet du prix de l'eau, effectivement, c'est un sujet important. D'abord, tu parlais de rattraper le retard. J'ai fait un pointage au mois d'octobre à peu près. Et on estimait à ce moment-là qu'il y avait plus de 2 millions d'euros de retard de facturation sur Arlisère. Ça venait des décisions malheureuses, à mon avis, qui avaient été prises juste avant les élections, de permettre aux communes de prendre du retard, en fait, de facturer en 3 fois, certaines 4 fois, ce qui faisait que pour beaucoup de communes, la plupart des communes même, à mi-2020, aucune taxe sur aucun frais fixe de 2020 n'avait été facturé. J'espère que le retard, et ça représentait plus de 2 millions d'euros de trésorerie dehors. J'espère que, est-ce qu'on peut prendre l'engagement qu'avant fin mars, tout le retard est rattrapé, c'est-à-dire qu'avant fin mars, dans toutes les communes, la facturation des frais fixes, c'est-à-dire les taxes, les frais d'abonnement de l'eau potable et de l'assainissement portant sur les 12 mois de 2020 seront facturés. Alors à ce jour, pour te répondre, à ce jour, il n'y a aucun retard. Ah non, il ne faut pas dire ça. Bien, on va te donner. Donner. Alors, est-ce qu'on peut avoir un état précis, commune par commune, des états de facturation avec les périodes? La consommation, ça se fait au gré des relevés des compteurs, donc ils se font au moins une fois par an, ou certains par estimation. Mais les frais fixes, les taxes d'abonnement pour l'eau potable et l'assainissement, je connais une grande ville de l'agglomération que je connais très bien, parce que j'ai les factures. Eh bien, je regrette, mais la moitié de 2020 n'est pas encore facturée à ce jour. Alors, moi, je voudrais répondre déjà au début. Ce n'est pas du fait d'Arlisère si les facturations n'ont pas été faites. Il faudra, ça fait plusieurs fois qu'on explique le pourquoi. Moi, je n'étais pas, je dépendais d'Arlisère, bien sûr, mais je n'étais pas encore vice-président. À savoir que c'est facile de dire qu'Arlisère n'a pas fait les facturations pour X raisons, parce qu'il y avait des élections ici et là. C'est pas tout à fait ça. C'est qu'il y avait des logiciels qui étaient incompatibles entre nous et le Trésor public. Le Trésor public nous a demandé 2 fois de ne pas facturer, d'attendre un moment, le temps que tout soit fait. Donc, il y a eu des retards de fait. Après, il faut savoir que le personnel qu'il y a dans l'équipe eau assainissement, ils ont beau avoir beaucoup de qualité, ils ne pouvaient pas rattraper, ils n'ont pas pu rattraper toutes les facturations en 6 mois. Donc, il a été décidé de faire des échéances avec certaines communes, ainsi de suite. Alors, c'est regrettable pour les gens,
moi j'ai été touché, moi j'ai été touché. On a reçu des fois 3 factures qui suivaient les unes derrière les autres. C'est peut-être regrettable, mais je veux souligner la chose, ce n'est pas dû à Arles-Isère, ce phénomène n'est pas dû à Arles-Isère. D'un autre côté, à ce jour, je vais laisser la parole à Quentin, qui a en charge ce service, et à ce jour, toutes les facturations sont faites. De quelle période? Oui, bonjour. Donc, on parlait d'Albertville. Sur Albertville, pour rentrer dans le détail sur les parts fixes 2020, donc, comme vous le savez, on facture à terme échu la consommation. On adosse les parts fixes sur les périodes de relevé de consommation. Donc, sur Albertville, on a relevé les compteurs au plus tard au 30 novembre. Donc, on va facturer les parts fixes au 30 novembre sur les factures qui vont être émises autour du 15 février. Donc, 6 mois plus tard, le solde, le dernier mois de 2020 sera facturé sur les factures qui interviendront 6 mois après. Donc, après, en termes de calendrier de facturation, il est conforme au rythme de croisière et au rythme qui avait été convenu pour l'ensemble du territoire d'Arles-Isère. D'accord. Donc, fin mars, l'intégralité des communes seront à jour. Oui, tout à fait. Parce que pour l'instant, ça ne l'est pas, Patrick. Hein. Ben, ça n'est pas. Les factures ont été établies. Les relevés ont été faits. Les relevés sont faits, mais on a toujours un décalage. Je ne dis pas que c'est la faute d'Arles-Isère, hein, je n'ai jamais dit ça. Et à la limite, peu importe la faute, ce qui est embêtant, c'est de maintenir très longtemps ces inégalités entre communes et ce retard, là, parce que le préjudice, c'est Arles-Isère, puis que c'est de la trésorerie qui n'est pas rentrée. Non. Je n'ai jamais dit que c'est la faute d'Arles-Isère et j'ai tout à fait conscience de l'énorme travail qui a été fait par les services administratifs. Édouard, de toute façon, on ne va pas se batailler là-dessus, hein, mais il n'y a aucun retard, Édouard. Ce qui est relevé, comme moi, de mon relevé, il est fait au mois de novembre chez moi. Là, on va recevoir la facturation février-mars. Non, mais voilà. OK. Bon, il y en a eu énormément, Patrick, et il est en train de se rattraper, et fin mars, il n'y en aura plus. C'est ça la vérité. Et moi, je tiens à féliciter le service parce que entre les facturations, comme elles ont été faites, avec ce qui s'est passé en 2020, et comment je veux dire, et le rattrapage qu'il a fallu faire avec toutes les personnes qui téléphonent, qui font des réclamations, comment ça se fait que j'ai reçu 3 factures, il y a une gestion derrière. Il faut savoir que, aussi pour votre gouverne, il faut savoir qu'on a 180, je vais dire, personnes qui téléphonent pour X raisons. Alors, il y en a qui sont plus prioritaires que d'autres, mais 180 appels sur la demi-journée, c'est énorme. Donc, tout ça… Non, mais, OK, Patrick, ça, on le sait. Quand même, ça a été une connerie de faire 3 factures. Nous, on ne l'a pas fait. Et on s'est bien porté parce qu'on sait très bien qu'à chaque fois qu'on gère des factures, d'abord, c'est une charge de travail administratif très importante. Ensuite, c'est des problèmes de recouvrement. On engorge aussi les services fiscaux. Et moins on en fait, mieux on se porte. Donc, ça a été fait pour, entre guillemets, camoufler la hausse, pour qu'on voit moins, parce que quand on fait le coût d'une année en 3 au lieu d'en 2, ben, ça fait des montants TTC plus faibles, mais ça a généré plein de problèmes par ailleurs. Ça, c'est le passé. De toute façon, on est à fin mars. J'ai bien noté que le retard était rattrapé de partout, à fin mars 2021, et qu'on allait sur le rythme de 2 factures de partout, de 2 factures par an. C'est très bien. J'avais une deuxième question, c'est sur l'avenir. Je pense, je l'ai dit plusieurs fois, et c'est tellement évident que je ne vois pas comment on peut soutenir le contraire, mettre 25 ans pour harmoniser les factures entre nous, le niveau de facturation entre nous, c'est juste pas possible. Parce qu'on ne va pas maintenir des inégalités entre nous pendant 25 ans. La loi parle d'un délai raisonnable pour harmoniser les tarifs. Sur les déchets, on va mettre 10 ans pour harmoniser les TOM. En principe, c'est 10 ans. Le conseil municipal de Venton, qui est le plus concerné par la hausse, parce que c'est lui qui a le tarif le plus bas aujourd'hui, c'est sous l'ère du maire précédent, François Cantamessa, avait délibéré lorsqu'il s'agissait d'apporter la compétence à Arles-Isère en disant, dans la délibération du conseil, qu'il mettrait 10 ans pour harmoniser.
10-12 ans, donc il y avait déjà 2 ans de passé. Dire qu'il faut le faire en 10 ans, je pense que c'est une décision qu'il faut prendre. Voilà. Parce que 25 ans, ce n'est pas possible. Bon. Après, quel est le niveau de réajustement? Aujourd'hui, appliquer des hausses à ceux qui sont déjà très hauts, ça pose un problème. C'est-à-dire que ça veut dire que quelque part, on va mettre encore plus de temps à ceux qui sont derrière pour rattraper, ou alors ça fera des marches plus grandes. Donc, je pense qu'effectivement, Patrick, je souhaite qu'on réfléchisse sereinement, qu'on ait bien tous les éléments sur la table et qu'on travaille, qu'on consacre 1 ou 2 commissions spécifiquement à ce problème-là pour voir d'abord que chacun ait bien en tête l'étendue du problème parce que c'est complexe et ensuite qu'on se mette d'accord sur une stratégie pour unifier nos tarifs sur les 10 ans qui viennent et non pas 25. Et puis, effectivement, voir comment on fait parce qu'il y a beaucoup d'options possibles. Alors, pour répondre à ta question, déjà, il n'a pas été dit 25 ans parce que les paroles du président ont été, au début, étaient de 12 ans. Maintenant, le but, je l'ai dit tout à l'heure, cette année 2020… Je regrette, les tableaux actuels, c'est 17 ans sur 2 zones et après 8 ans. Donc, 17 et 8, ça fait 25. Oui, d'accord. La différence, c'est que… N'emploie pas la langue de bois parce que on ne va pas y arriver. Pas de la langue de bois, Edouard, je dis simplement, je l'ai dit depuis tout à l'heure, que 2020, on devait se réunir, mais la commission, on est 30 personnes dans la commission, environ, on est à 2 près, de travailler et on va regarder comment est-ce qu'on va pouvoir traiter ce problème de l'eau, de tarif de l'eau. Il y aura peut-être aussi un tarif montagne. Je ne sais pas comment ça va être, je sais pas comment ça va être réparti. Quand on fait des investissements dans le Val d'Arly, les investissements du Val d'Arly ne sont très certainement pas les mêmes investissements que dans la plaine. Je peux pas le dire. Moi, ce que j'ai demandé à Quentin, c'est qu'il me fasse une étude de ce que coûtait l'eau dans le Val d'Arly, ce que coûtait l'eau dans le Beaufortin et ce que coûtait l'eau sur la plaine, pour pouvoir parler de cas concrets. Parce qu'avec les syndicats qui ont donné, les différents syndicats qui ont donné comment ça s'appelle, la compétence à Arlysère, il y en a qui disent, moi j'ai donné ça, j'ai largement payé, moi j'ai donné ça, j'ai largement payé. Eh bien, on fait l'étude, on pose sur la table et après on voit, et après on discute, mais avec des vrais chiffres. On parle de l'eau, mais moi je voudrais parler un peu d'assainissement aussi, parce que je pense que ça peut être le même sujet à un moment donné. L'assainissement en montagne, sur une steppe, celle de Saint-Nicolas, Dieu sait qu'elle est moderne, elle tourne bien, mais elle est chère, puisqu'effectivement, du jour au lendemain, on passe de 2000 habitants à 20 000, donc ça entraîne des surcoûts exorbitants. Celle du village, j'en parle même pas. Non seulement elle coûte cher, non seulement elle devrait absorber aussi une variation importante, mais aujourd'hui, elle est loin d'être… Voilà, je dirais rien. Donc, le débat peut se poser aussi là-dessus. Pourquoi pourquoi il n'y aurait pas un prix différent de l'assainissement au regard des aspects techniques locaux, et la montagne en fait partie, mais il y aura peut-être aussi des spécificités qu'on n'a pas encore identifiées aujourd'hui, qui sont peut-être autres que la montagne et la plaine. Absolument. D'ailleurs, c'est la seule condition pour envisager des tarifs différents. Qu'effectivement, les tarifs peuvent être différents au sein d'une même zone, d'une même unité économique et sociale, à condition qu'il y ait une gestion différente du personnel, des coûts, etc. Et pourquoi pas, hein? Et je trouve que le sens de la commission, de notre commission, est débattre à ce sujet-là, c'est qu'on peut aussi ne rien s'interdire. Le débat est ouvert et le prix de l'eau pareil partout sur le territoire, c'est peut-être la vérité d'aujourd'hui, ce ne sera peut-être pas celle de demain, je ne sais pas moi. Exactement. On est tous d'accord pour vouloir travailler dans le bon sens et pour l'équité sur l'ensemble d'Arlysère. Voilà. On est d'accord pour le faire en 2021, cette année, c'est-à-dire que ça suppose qu'on ne mette pas la poussière sous le tapis, qu'on n'emploie pas la langue de bois et qu'on y travaille sérieusement. Si c'est bien que moi, dans la commission, que dans
avec les personnes que j'ai autour de la table, avec moi, je pense qu'ils n'ont pas trop non plus la langue de bois. Donc, je pense qu'on se met tous autour de la table, on fera le nombre de réunions qu'il faut. Il faut mettre les choses qui peuvent plaire et celles aussi qui peuvent déplaire pour avoir une discussion la meilleure, la plus raisonnable et celle je reviens toujours, hein, je suis pas auvergnat, hein, moi, mais je reviens toujours sur tout ce qu'on pourra faire. Tout ce qu'on pourra faire dans le bon sens d'Arlisère, c'est-à-dire des économies sans forcément passer par des augmentations de tarifs, ce serait bien. Déjà, commençons à régler tous les problèmes qu'on n'a pas résolus jusqu'à ce jour. Et je pense qu'on va déjà récupérer pas mal de choses. Et je peux vous faire la promesse qu'il n'y aura pas de langue de bois et que la commission pourra s'exprimer librement. Il y a d'autres questions? Pardon? Là, tu dis, il n'y a pas de langue de bois, du coup, personne n'ose rebondir. Oui. Dans le management, il nous disait, il n'y a pas de questions. Ça te bloquerait le débat. Mais il n'est pas clos, le débat. Non. Il n'a jamais commencé. Non, il n'est pas clos. Il n'a jamais commencé. Ah ben, je sais pas, il a commencé là. Mais on va pas le traiter ce soir. On est en train de dire qu'on allait faire. On est en train de dire qu'on veut le traiter. Les questions sont posées aux années. Bon, il y avait aussi deux questions qui étaient à l'ordre du jour, c'était les tarifs et les modes de facturation spécifiques. Ces points-là, c'était les demi-parts fixes du Val d'Arly, qui concernent 302 contrats. Il y a 302 contrats qui sont concernés. Étant donné, je ne veux pas jouer la langue, je veux pas faire la langue de bois, mais quand même, non, mais au lieu de rentrer dans cette idée, vu qu'on a dans cette idée, parce que j'avais proposé qu'il n'y ait plus de demi-part. Il y avait un compteur ou il n'y avait pas de compteur, voilà, et puis c'était tout le monde, chaque appartement payait son truc. Au lieu de rentrer dans ce soir et puis encore s'éterniser, je vous propose que ce point soit balayé aussi lorsqu'on va discuter des tarifs de l'eau et de l'assainissement, de savoir vers quelle direction on va, et de ne pas le traiter ce soir parce que ça va être des débats qui vont être stériles et qui sont aujourd'hui comme ils sont, et demain ils seront comme ils seront. Il y a un règlement qui avait été fait par nos prédécesseurs. Bon, on continue encore cette année 2021 comme ça, et dans le courant de l'année 2021, on intègre cette question, si vous en êtes d'accord, dans l'étude qu'on aura à mener. Juste me permettre un peu, parce que là-dessus, j'avais réagi quand j'ai vu ça à l'ordre du jour. Hein, mais c'est pas pour toi que je demande de le retirer. Non, mais ça rentre plein dans la discussion d'avant. Hein, c'est que pour pouvoir afficher et définir les choses, il faut travailler le prix de l'eau. Hein. Après, derrière, comment on met en place la facturation, c'est la deuxième chose, mais c'est le prix de l'eau. Il faut que les gens payent le réel prix pour l'eau. Hein. Ce qui avait été mis en place, simplement, c'est pour rappeler l'historique, pourquoi il y a ces demi-parts sur le Val d'Arly. Le Val d'Arly a eu une très grosse augmentation des prix, que ce soit de l'eau et de l'assainissement, quand il y a eu les deux steppes qui ont été construites, que ce soit sur l'Agiette ou Saint-Nicolas. Donc, les prix ont augmenté d'une façon très importante. C'est déjà pour ça qu'il y a eu les paiements en 4 fois, parce que de multiplier par 2 ou 3
le prix de l'eau, il fallait échelonner un peu la facturation pour que ça puisse passer. Donc c'est pour ça qu'il y avait eu ces décalages sur les facturations, et les demi-parts, elles sont que sur une partie relativement faible du nombre de personnes. Ce qu'on avait constaté, c'est que beaucoup de jeunes, quand ils cherchaient à s'installer, construisaient des maisons avec un petit studio à l'intérieur pour permettre de louer le studio et de, finalement, entre guillemets, compenser la difficulté qu'ils avaient à trouver des terrains à des prix raisonnables, puisque le foncier sur le territoire du Val d'Arly est quand même à des prix énormes. Beaufortin, c'est pareil. Donc, c'était la seule méthode pour que les jeunes s'installent. Donc, les demi-parts, c'est dans la même maison et c'est le même propriétaire. Il aurait très bien pu, et ça se passe ailleurs dans d'autres endroits, avoir un compteur et derrière les deux appartements sont dans la maison, il n'y en a qu'un qui paye et qui est terminé. Là, on a voulu que tout le monde joue le jeu, de mettre les demi-parts. Et actuellement, si je prends le tarif 2021, en tarif de l'eau et de l'assainissement réunis, parce que ça s'applique sur l'eau et l'assainissement, on s'aperçoit que même ceux qui ont la demi-part payent plus que beaucoup d'autres communes. Actuellement, la somme des deux, je prends même le Beaufortin qui a des prix quand même de montagne comme nous, Beaufort, eau et assainissement, pour 80 mètres cubes, c'est 442 €. La demi-part sur le Val d'Arly, c'est 430 €. Ceux qui sont en part pleine, ils sont à 560. Donc, augmenter là-dessus, je dirais qu'il faut qu'on travaille sur les prix. Hein? En part pleine, fait plein. Oui, plein. En pleine du bas. Non, part pleine. Bon, simplement, je ne rentrerai pas plus dans le détail. Simplement, pourquoi on voulait mettre ces points, c'est parce que on a une quinzaine de petits sujets comme ça. Alors là, ça concerne 300 personnes, mais sur 35 000 habitants, tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est peanuts. Hein, et c'est pour ça que j'avais dans l'idée de dire, eh ben, on met tout le monde pour le prix du compteur, on met tout le monde sur le même tarif. À côté de ça, on a d'autres sujets qu'on verra, parce qu'on ne va pas les détailler ce soir. Il y a une quinzaine de sujets où des fois, ça concerne 2 personnes ou 3 personnes sur l'ensemble d'Arlysère. Donc, c'était toutes ces merdouilles, entre parenthèses, que je voulais supprimer. Au-delà de vouloir les supprimer, parce qu'on peut se dire que quand ça concerne 2 personnes, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de se pencher là et à la limite de trop discuter de ça, mais il faut savoir qu'au niveau administratif, c'est un boulot énorme, puisque ces exceptions souvent prennent plus de temps que l'ensemble du reste, en fait. Donc, c'est pas dénué non plus de fondement, c'est pas pour embêter le monde non plus. C'est que les spécificités, on le sait bien, hein, c'est ça qui me prend du temps, en fait. Je pense que tout le monde comprendra qu'il y a des modifications de tarifs pour arriver à une homogénéité des tarifs, mais de partir par un point particulier pour dire je règle ce point-là, ce n'est pas la bonne solution. C'est ce que disait Édouard tout à l'heure, c'est qu'il faut vraiment se pencher sur la tarification d'une manière générale, avec la première question qui est peut-être de dire est-ce qu'à terme il y a un tarif, 2 tarifs entre les stations, on va dire, et la plaine. C'est la première base, première question à se poser, et après on verra les homogénéités. Ce qui est, à mon avis, je suis d'accord qu'il y a une différence de prix entre en haut, la partie où on a énormément de résidences secondaires et les gens ont une consommation moyenne par compteur de 15 mètres cubes, 20 mètres cubes, et puis ceux de familles qui sont vraiment installés à l'année en bas, où là c'est du 80 mètres cubes. Donc voilà, il faut chacun. Je te remercie, Christian, je te remercie pour ton intervention. Je vais être obligé de vous quitter parce que j'ai un conseil municipal dans 5 minutes, mais j'ai été assez choqué par le thème de merdouille qui a été employé.
Et derrière, il est significatif, et après ça a été repris en corrigeant avec des spécificités. Je crois qu'effectivement, tout le monde sait bien qu'il y a une réalité qui est très diverse. On a été obligé d'unifier tout ça et de prendre la compétence de faction accélérée. Je regrette encore une fois l'étude initiale qui a été complètement bâclée et qui est passée à côté de la plupart des sujets et des problèmes qui se posent aujourd'hui. Je suis tout à fait d'accord avec Christian. Il faut vraiment prendre le temps de les analyser. Il faut arrêter cette appellation, et ça vient du bas, excusez-moi, pleine montagne. Ça ne veut strictement rien dire. Je crois qu'il n'y a pas une seule commune dans l'Isère qui n'est pas en montagne, ou s'il y en a, ça se compte sur les doigts de la main. Donc arrêtons, s'il vous plaît, cette appellation plaine et montagne, c'est débile. Qu'il y ait des particularités liées à des vocations touristiques aux résidences secondaires, oui. C'est quelque chose sûrement qu'il faudrait qu'on prenne en compte. Il y a tout le problème des agriculteurs aussi. C'est peut-être marginal, mais c'est important pour nous, pour le Val d'Ali, le Beaufortain et même ailleurs à d'autres endroits. Franchement, je demande à ce que, merci Patrick de reprendre l'idée. Hein. En 2021, on se donne, il faudra plusieurs réunions de travail, sans doute un petit groupe, sans doute pas les 30. Ouvrez-le aux volontaires. Moi, évidemment, je suis candidat. Il faudrait que tous les territoires soient représentés, mais à 5 ou 6, travailler avec les services administratifs sur le fond et non pas bâcler comme ça a été fait jusqu'à maintenant pour poser les vraies questions et trouver des solutions. Je suis persuadé qu'on trouvera tout ensemble une solution qui plaira à tout le monde. Alors moi, je suis d'accord avec toi de travailler. Par contre, je ne peux pas te laisser dire, même si tu le penses fortement, que ceux qui étaient avant nous, ils ont bâclé la chose. Ils ont fait le travail qu'ils ont fait. Ils ont fait avec les moyens qu'ils avaient, avec les hommes qu'ils avaient. À nous de faire ce qu'on est capable de faire avec les moyens qu'on a et avec les hommes qu'on a. J'ai dit que l'étude qui avait été commandée par un bureau d'études, qui nous a coûté fort cher, a été bâclée. Ne transforme pas ce que j'ai dit. Et encore une fois, les services administratifs, j'ai beaucoup de respect pour eux. Ils ont donné une quantité de travail impressionnante, mais c'est la faute de certains élus aussi. On ne peut pas confier des missions impossibles à des administratifs. Bon, excusez-moi, mais je suis obligé de vous quitter. Merci, bon conseil. Il nous reste un point à traiter, si vous le voulez. C'est la facturation par prélèvement 4 fois du Val d'Arly. Ça concerne 439 contrats. Voilà. Et il y a une proposition. Excusez-moi, vous m'avez entendu ou moi? Ouais, donc, le dernier point, c'est la facturation par prélèvement. Et donc, il est proposé de passer cette facturation en 2 fois, en paiement à 2 fois. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Simplement une question de bien avertir les gens avant. Oui. Mais alors, pour moi, c'est pas. C'est un des points qu'on voit avec l'équipe restreinte, je veux dire, hein, toutes les semaines. Et puis les gens du service administratif. Là, on va expliquer aussi aux gens, parce qu'il faut expliquer aux gens, il faut communiquer. Tout à l'heure, je vous ai parlé de communication, mais je pense que c'est de ce côté-là qu'on réussira à avoir la confiance de tout le monde. Donc, le service administratif va nous proposer quelque chose pour qu'on puisse bien communiquer pourquoi on fait ça. Voilà. Vous donner un petit texte qu'on va pouvoir ajouter sur nos sites, sur nos parutions, des communes, pour expliquer les choses, pour que les gens découvrent, le fait. Mais sur le principe. Voilà. Je pense qu'un jour ou l'autre, il faudra quand même arriver à la mensualisation, parce que le problème, il est là quand même. On parle du prix de l'eau, c'est sûr. Nous, dans le Val d'Arly, moi, je sais qu'à titre personnel, je dois payer dans les 500 à 600 euros. Mais si on ramenait ça par mois et même par jour, on arrive à 1,50 €, 1,80 € par jour, quoi. C'est le prix d'un pain. Et je pense que le problème, c'est le recouvrement. Et on sera obligé de passer à la mensualisation par la suite, je pense. Je ne sais pas si vous m'avez entendu. Si, on t'a bien entendu. Et actuellement, simplement, en réponse, on est en train de faire des tests dans différents points pour la mensualisation.
Oui, parce que je pense qu'il faut là qu'on y arrive, hein, parce qu'il est là le problème. Si chacun, bon, je vais schématiser, mais si tout le monde devait payer son pain en fin d'année, on se rendrait compte qu'on paierait 500, 600, 700 euros de pain. Donc, et pour l'eau, c'est pareil. Et je pense qu'il va falloir payer tous les mois, quoi. Il est là le problème, je pense. Alors, je ne sais pas si tout le problème est là, mais il fait partie de la formule. Ouais. Moi, voilà. Pour moi, il est là le problème, le plus gros problème. Oui, c'est ce que je viens de dire. On est en train de faire des tests et selon les résultats, on va l'étendre à disons à toutes les. On va essayer de l'étendre à toute la Arlésienne. La mise en du paiement en 2 fois, ça peut être en 2022. Oui, effectivement, le retour à un paiement 2 fois un peu standard à ce qui se fait sur le reste du territoire serait prévu sur 2022. Alors avec une particularité sur 2022, c'est que cette période serait nécessaire pour permettre le rattrapage. Les particularités du paiement 4 fois sur le Val d'Arly, c'est qu'on attend d'avoir la relève. On sait ce que l'abonné doit payer. Et une fois qu'on connaît le montant dû par l'abonné, par exemple 400 €, on va prendre ce montant et on va le diviser en 4 fois. Et les trimestres qui vont arriver, il va payer 100 € chaque trimestre. Voilà, la particularité, c'est qu'on a un décalage d'1 an entre la consommation et la facturation. Donc, le schéma de facturation standard, c'est une facturation l'année N à terme échu. Donc, 2022 serait une année de transition pour rattraper cette année de consommation. C'est de ne pas augmenter les facturations sur l'année 2021 en connaissant l'état de crise que l'on subit actuellement dans les stations de montagne. Là, on était en vidéo avec la région là-dessus. C'est vraiment la catastrophe. Toutes les communes seront mises sous tutelle si on n'a pas les aides de l'État. Et actuellement, ça part par le milliard de manque à gagner global et de déficit pour les entreprises. Donc, on aura du mal à faire payer des factures plus élevées que ce qu'on a actuellement sur l'année 2022. Peut-être. Ouais. Après, juste pour préciser, effectivement, là, l'idée, c'est de profiter de 2021 pour échanger sur cette thématique avec les différentes mairies concernées. Ensuite, de communiquer auprès des abonnés pour les en informer avant de le mettre en œuvre à partir de janvier 2022. Ça laissera temps, en sachant que ça porte pas sur les parts fixes. Les parts fixes sont facturées l'année N, mais ça porte bien sur les consommations. On sait que les parts fixes, c'est une part importante des factures du Val d'Arly. Voilà, non, mais ça veut dire qu'à l'année prochaine, on va avoir plus de factures. Ils vont avoir à payer en théorie plus, mais ça va être basé sur les consommations de cette année qui va être très basse. Donc, ça passera beaucoup mieux de voir ce changement sur cette année. Je vous remercie tous de votre participation et vous voyez qu'on va que la commission elle a encore du travail à faire et je compte sur vous tous pour pouvoir aussi apporter des bonnes idées et que les partages soient fructueux et non combatifs, je veux dire. Voilà. Merci encore à vous tous et puis on va pouvoir rentrer pour 8 heures. C'est impeccable. Allez, bonne soirée à tous.